cadeau du Parti Socialiste, puisque c'est le Parti Socialiste qui avait laissé les circonscriptions. Pour se désolidariser de l'ancienne ministre du Logement à l'époque, ils se sont scindés en deux pour soutenir François Hollande, Cécile Duflot. Puis, il s'est présenté à la primaire du Parti Socialiste. Et en disant, la main sur le cœur, moi, je n'ai pas de celui qui sortira. C'est une question de principe. Une fois qu'on a dit ça, bon, ça n'inspire pas confiance. Puis, il a changé d'écurie. Il est passé chez M. Macron. Qu'a-t-il fait quand il est passé chez M. Macron? Vous vous rappelez ça, on peut trouver les images d'archives ici. Il faisait campagne à la porte de l'Assemblée en accueillant tous les députés, en leur disant, moi je vais vous expliquer comment ici il faut se diriger dans le pouvoir, parce que je veux être président de l'Assemblée. Et vient dire, il ne voulait pas de ci, de ça. Mais bien sûr que si, il le voulait. Donc il n'a inspiré aucune confiance. Puis il a dit, parce qu'il y avait eu un débat à l'intérieur de la République en marche, il a dit, mais moi je ne resterai que 2 ans et demi. Plus les 2 ans et demi se rapprochaient, moins il répondait à la question. Et je termine, c'est très intéressant, parce que ça en dit long sur les pratiques politiques et sur les petits politiciens comme ceux-là qui dévalorisent la politique. Donc je continue. Au moment donc de passer le flambeau, il y a eu l'opportunité où Nicolas Hulot partait, et on a trouvé le moyen de caser M. de Rugy, qui a été ministre, c'est qu'il a occupé un poste ministériel, mais ne disons pas qu'il a été ministre de l'écologie. C'est une funeste blague. Il faudrait parler de cela. Ensuite, on nous dit il faut être sobre, il faut faire attention. C'est quand même le mec qui a mené campagne pendant les vacances de quand le difficile, pour l'augmentation du prix de l'électricité, y compris contre le patron de EDF. Et donc, au bout du bout de tout ça, je crois qu'il n'inspire pas confiance. Et donc ce soir, il peut dire je suis blanchi et reprenez-moi au gouvernement. Je crois qu'on n'est pas prêt de le reprendre dans ces conditions. C'est ce que j'allais dire. Quoi qu'on pense par ailleurs. C'est aussi comme ça que vous expliquez le peu de soutien qu'a reçu François de Rugy par d'anciennes rencontres. De toute façon, ce ne sont pas des gens, je ne dirais pas du maquis avec lui, c'est sûr. Moi, je ne serais peut-être pas aussi dur que vous, mais c'est vrai qu'il y a eu des regroupements un peu de veste de temps en temps. Mais simplement, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage. Quand Barbara Pompili dit c'est une entreprise d'évolution, c'est une chasse à l'homme, donc avec cet homme, c'est vrai que depuis 10 mois, depuis qu'il est ministre de l'écologie, on ne l'a jamais vu aussi motivé, aussi affirmé qu'on le voit maintenant dans les médias pour la cause écologique. Donc c'est ça qui est aussi choquant, c'est que son bilan, en termes de ministre, il a été écourté, mais il n'a pas été si énorme que ça. Et alors, en l'occurrence, ce soir, il a défendu ce bilan lors de la passation de pouvoir en disant qu'il n'en adresse ne pensait pas, vous avez un engagement, on sait ce qu'on a compris, ce que vous en pensez. Parce que ce soir, François de Rugy ne plaidait pas pour son bilan, il plaidait, nous a dit Barbara Pompili, pour se défendre lui, François de Rugy, qui se considère injustement attaqué par Mediapart. On va l'écouter, c'est que Anthony sur la scène. François de Rugy, qui l'avait annoncé, qui attendait les résultats des enquêtes, ces résultats publiés, il devait prendre la parole, c'est tout. Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Blanchi de toutes les accusations qui ont été portées contre moi. Et Dieu sait s'il y a eu des accusations. Il y a eu des centaines d'articles qui m'accusaient et relayaient des accusations. Certaines étaient fausses, mais on le savait depuis des mois. Elles ont continué à être relayées. Les articles sont toujours en Je me présente devant les Français qui me regardent en homme étant. Je veux dire, je n'ai jamais douté un instant que je réussirais à prouver mon honnêteté, puisque c'est à moi de prouver mon honnêteté. Voilà, la suite de notre débat, alors que le braqueur est évidemment engagé ce soir entre François de Rugy et Mediapart, il y a des mots qui ont été employés, on s'y est parlé. Journaliste de démolition. Oui, effectivement, ils m'ont repris d'ailleurs sur votre antenne. On a voulu le démolir, le mitrailler, le tuer, et il est probable que chez Mediapart, on ne doit pas être mécontent de la démission de François de Rugy. Alors c'est vrai que ce soir, en apprenant en fait de la journée qu'il n'a sans doute rien commis de manifestement illégal, c'est le dossier, les deux fléaux de la balance commencent à peser un peu différemment. Sauf que, effectivement,
dans le plus, dans la défense de François de Rugy. Il y a ces deux enquêtes, ces deux rapports, qui sont faits l'un sur la présidence de l'Assemblée nationale, l'autre sur son appartement de fonction et les travaux, qui disent rien que ça a été illégal. Et puis, il y a des moins, et les moins qui pèsent toujours aussi lourd. Le premier moins, on l'a dit, c'est qu'il y a un contraste entre son comportement personnel et tout ce qu'il a toujours plaidé. Et du coup, il y a un soupçon d'insincérité qui pèse sur lui et qui continuera à peser sur lui, même si on reconnaît la légalité des travaux. Et puis, il y a aussi le fait qu'il n'a comment dire, son poids politique au gouvernement était relativement faible. Imaginons, c'est une hypothèse d'école, qu'un Jean-Michel Blanquer ait une affaire comme celle-là. Peut-être qu'il va pas. Il n'a pas la même image. Non, il n'a pas la même image, et puis surtout, les gens auraient dit, ok, c'est une erreur de parcours, mais on voit qu'il bosse, c'est un bon ministre, il est courageux, il veut réformer le mammouth, qui est capable de citer une mesure prise par François de Rugy au sein de l'écologie. Et je pense qu'il a été tout moins défendu par ses petits camarades que politiquement, il ne faisait pas grand-chose parce que son bilan était ferme. Oui, je voudrais revenir sur le mot illégalité. On n'a jamais pensé, enfin j'essaie de me souvenir de tout ce qui a été dit pendant les 8 jours, que c'était illégal. On a toujours dit dans tous les débats que la question n'était pas l'illégalité, mais disons le comportement inapproprié. C'est confirmé. Le décalage sur l'insécurité, c'est parfaitement illégal. Si il a commencé par la payer avec son indemnité, il a commencé par payer sa cotisation de indemnité, et après il l'a remboursé. C'est pour ça qu'on a pu légitimement s'interroger là sur la légalité. Bien sûr, mais en ce qui concerne les dîners et les travaux, on a jamais pensé qu'il aurait été dans l'illégalité. On a toujours dit, et tous les commentaires allaient dans le même sens, qu'il y avait cette espèce de zone grise, qui faisait qu'on ne savait pas très bien quelle était la sphère privée, quelle était la sphère amicale lors de ces dîners, ni même comment la quantifier. On peut à la fois être une cousine, un ami, et en même temps avoir une fonction dans la société civile. Enfin, tout ça n'était pas si simple. Bon, là, malgré tout, il se fait quand même redresser 3 dîners qu'il va devoir rembourser. Moi, je ne dis pas du tout que c'est illégal, mais la conduite inappropriée qu'on lui reprochait est quand même confirmée. Elle ne concerne pas l'ensemble des dîners, dont Mediapart à l'heure de Jeff, qui ont d'autres révélations. Ça, c'est pas Mediapart considère que si. Mediapart dit que si, mais ça, c'est Mediapart. Je ne suis pas Mediapart. Mais aujourd'hui, il y a au moins 3 dîners qui sont, disons, montrés du doigt et qui évalués. Là, en revanche, où je reconnais que son indignation depuis le début, d'ailleurs, ça m'avait plutôt convaincu. C'est ce qui concernait les accusations concernant l'appartement de fonction qu'il aurait occupé à Nantes. Ça n'a jamais été un logement de fonction, c'était un logement privé qui appartenait à une propriétaire privée, et propriétaire qui l'avait acheté sous le régime de la loi Sélier. Or, elle était obligée de le louer à des personnes qui avaient des conditions modestes. Oui, en dessous d'un plafonné. Alors après, je crois qu'il y a différents plafonds, et apparemment, il était malgré tout dans les plafonds. Donc là aussi, je crois que c'est peut-être, là d'ailleurs, un clou qu'il va enfoncer avec Mediapart. Mediapart, c'est aller trop loin en disant que c'était un logement social. Ce n'est pas un logement social. Alors, sauf que, c'est aussi une question de perception, parce que cette information, elle sort juste après le limogeage de sa directrice de cabinet, sans vérification, parce qu'on va beaucoup de prévention du médecin, mais pardon, cette dame, elle n'en a pas beaucoup bénéficié non plus. Et ça aussi, ça a été pointé du doigt, notamment par ceux qui ne viennent pas défendre François de Rugy, en disant, regardez, le texte dit, mais de cette façon, Ça a participé à cette image de contre-attaque et de vite se débarrasser des problèmes pour surtout qu'on n'aille pas plus loin et d'être très offensif. Mais moi, ce que je trouve plus inquiétant, comme je disais Barbara Pompili, c'est que quand elle disait on n'est pas dans un environnement qui nous pousse à faire attention, en haut on est pris en charge. Moi, je trouve ça très inquiétant et encore plus à l'heure actuelle, dans le contexte qu'on a vécu ces derniers mois avec les Gilets jaunes, de dire ça. Je veux dire, on est sous le règne du roi, enfermé à Versailles, qui ne voit plus ce qui se passe. Et puis c'est inquiétant parce que les acteurs politiques changent. On est dans un turnover, mais il y a de plus en plus de personnalités de la société civile. Donc à la fois ça peut être rassurant parce qu'on peut imaginer qu'ils aient des règles de conduite peut-être plus dures, pas habitués encore à tout ce qu'on peut faire en tant que député, légal, pas légal, ou en tout cas un permis. Mais on peut imaginer aussi qu'ils ne savent pas où mettre les limites et que le curseur soit encore plus difficile à porter. Je me souviens quand même, il y a eu quand même des questions de dîner à Bercy sous un autre ministre de l'économie, qui était quand même Emmanuel Macron. La limite, c'était pareil, c'était en toute égalité. La limite du symbole n'a pas été atteinte parce
que les billets n'étaient pas au homard et à des bouteilles de 500 €, mais c'était aussi quand même en nombre très important, et ça a été, enfin, en tout cas, il y a eu des tweets, il y a eu des éléments d'information donnés par les médias. Le service d'ambition, Au service d'ambition, donc on est encore dans une personnalité politique qui cible encore autre chose. Moi j'ai l'impression que ça remet en question, au-delà même des frais de ce qu'on peut faire et du périmètre de l'égalité, pas égalité, et de moralité et pas moralité, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est quand on est un personnage public, quel est l'engagement. Est-ce que c'est, tout d'un coup, alors on se dit d'organiser Noël à l'Assemblée nationale, mon mariage, mais c'est pas grave, je rembourserai, je vais utiliser mes frais de mandat, mais c'est pas grave, ouais, pas justifiable. Je vais utiliser mes frais de mandat parce que j'ai pas de trésorerie pour payer mon parti, c'est pas grave, je remplacerai. Et vous rendez de l'entreprise qui fait ça, et l'entreprise qui fait ça, qui est redressée par fiscalement, et elle peut mettre la clé sous la porte, c'est pas impossible. Ça s'appelle de l'abus de bien social. Voilà, Quand l'entreprise c'est pas fait ça, possible. quand l'entreprise fait une... elle sort de ses Voilà, quand elle, c'est exactement, quand Et elle elle... ne peut pas passer au inventaire pour se défendre. Quand elle défend sa caractère privé qui est engagé par les deniers d'entreprise, même quand vous en êtes le propriétaire et l'actionnaire unique, c'est un abus de bien social. Ce à quoi François Roger répondra qu'il ne s'agissait pas d'une défense à caractère privé. Et c'est bien pour ça que cette polémique sur le caractère légal elle est aussi légitime. Parce qu'effectivement, c'est la moralité. Et là, pour le coup, il y a un autre débat, mais dans lequel François de Rugy ne peut pas entrer, qui est de savoir s'il doit y avoir ou non ce que Dominique Régnier, le politologue, appelle une politisation de la morale. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'un ministre, ça doit simplement respecter la loi, ou bien est-ce que ça doit aller un peu plus loin? Est-ce qu'il y a un devoir d'exemplarité quand on est un responsable politique? Et là, il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas aller sur ce terrain-là parce qu'ils disent attention, on va se présenter en perd la pudeur, nous on n'est pas fait pour l'élection, et je pense qu'on a tort. Je pense qu'il faut oser aller dans ce domaine-là, mais c'est vrai que c'est pas très français. Alors non, François Roger, lui, il se place, on l'a bien compris, sur deux terrains. D'abord, il veut laver son honneur personnel, et puis il veut attaquer l'État impliqué, dit-il, mais La République de la délation, la République de la diffamation, ce n'est pas vrai. Les Français, ils ne veulent pas de cette République. Je suis convaincu que la très grande majorité des Français, à part quelques personnes qui veulent toujours renverser le pouvoir en place, mais les Français, ils veulent de la transparence. J'ai beaucoup agi pour la transparence quand je suis le président de l'Assemblée nationale, et ils veulent aussi que l'on respecte les personnes. la République de la délation, alors c'est pas le premier à employer François Roger, parce qu'il me semble que dans cette affaire, la première fois qu'on a entendu ces mots, c'était dans la bouche d'Emmanuel Macron, qui est tout à l'heure en Serbie, en peut-être tout à l'heure le président de la République, où il y avait, encore une fois, défendu plutôt à demi-mot son ministre en disant qu'il ne fallait pas se précipiter, sauf que malgré tout, il y a ces rapports, et puis on voit que le président de l'Assemblée a décidé de créer un groupe de travail. L'objet sera de proposer des mesures pour renforcer les règles et procédures budgétaires de la présidence de l'Assemblée nationale. Voilà. Une nouvelle circulaire signée par Édouard Philippe, qui l'a même signifié dans un truc, on en parlera dans un instant. Donc il y a une vertu aussi à ce qui se passe, parce que ça fait évoluer les choses. Le disiez, Barbara Pompili, ça vous a surpris quand elle a dit on est un peu materné. Non. Non, moi je suis pas sûr que ce soit une vertu. D'abord, je crois que François de Rugy se trompe quand il utilise cette expression République de la délation. Je sais que M. Plenel n'est pas étouffé par la modestie, mais il ne s'incarne pas encore à la République. C'est-à-dire, Rugy aurait pu dire ce sont ces soi-disant révélations médiatiques, je n'en ai rien à faire, je ne bouge pas. C'est pas la République qui s'est mis en branle contre lui. De toute façon, quand il dit ce mot à faire Il en fait avec beaucoup personnel. Oui, alors, oui, mais ça d'accord, il peut dire ça, parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a un effet d'accumulation, il y a dans les une technique du feuilletonnage dans les articles des médias où tous les 2 jours on en remet une nouvelle couche. Vous savez, c'est un petit peu comme le speed de la goutte d'eau, bien connu dans la torture chinoise. Donc là, effectivement, Rugy peut se dire, il n'avait qu'à tout sortir d'un seul coup. Après, si le côté positif, c'est ça votre question, le côté vertueux de ce genre de crise, attention, on ne va pas mettre un conseiller référendaire de la Cour des comptes derrière chaque cuisinier de ministère. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne pourra pas tout contrôler. On dira quoi? Vous avez le droit au saumon, mais pas au saumon fumé, le homard, c'est juste quand vous êtes avec